Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Plus besoin de vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes politologue, professeur des universités à Sciences Po. Vous dirigez le CEVIPOF, le Centre de recherche sciences politiques. Vous êtes un spécialiste de la montée de l'extrémisme. Vous avez beaucoup analysé les extrêmes partout en Europe. Et vous venez surtout de publier un livre très grand public, Le choix de Marianne, aux éditions Fayard. Vous êtes en Vendée pour parler justement du choix de Marianne lors d'une conférence à quelques semaines des élections présidentielles. Alors pour qui voterons-nous en 2012 ? Alors, dans cet essai sur le choix de Marianne, je me pose, et c'est le sous-titre du livre, la question « Pourquoi et pour qui votons-nous » Je tente d'expliquer à nos concitoyens, à ceux qui vont bientôt voter dans les 2 tours d'élection présidentielle, les racines de leur choix. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, ce choix électoral que les Français vont faire, il est l'expression de clivages. Certains clivages sont anciens et d'autres clivages sont nouveaux. Les anciens qui existent toujours, que vous trouvez, vous, pourtant, un peu dépassés aujourd'hui. Voilà. On essaie de les rappeler ? Voilà. Alors, les clivages, j'en pointe 3, les clivages anciens. Il y a d'abord le clivage qui a été inventé il y a plus de 2 siècles en France, le clivage entre la gauche et la droite. Ce clivage qui reste encore présent, on le voit bien, on s'achemine vers un second tour d'élection présidentielle. Surtout au moment des élections d'ailleurs, c'est là que les camps se resserrent. Et on s'achemine vers un second tour d'élection présidentielle dans lequel on devrait avoir un grand choc, comme les Français l'aiment bien, entre le candidat de droite, le candidat de gauche. Mais tout en étant attirés par cette bipolarisation, comme on dit, entre la gauche et la droite, les Français se rendent compte aujourd'hui que ce clivage gauche-droite est un peu épuisé. Que ce clivage gauche-droite ne rend plus compte des véritables clivages qui traversent la société française. C'est un clivage qui a 2 siècles, c'est un clivage qui est un peu épuisé pour rendre compte des vraies questions qui traversent la société française d'aujourd'hui. Est-ce que c'est depuis une trentaine d'années ? Alors oui, au fond, l'épuisement du clivage gauche-droite, il a commencé dans les années 80, quand la gauche arrive au pouvoir. La gauche, lorsqu'elle n'était pas au pouvoir, sous la Ve République, c'est-à-dire de 1958 à 1981, eh bien, on pouvait se dire vraiment, la gauche, c'est très différent de la droite, elle va mettre en œuvre le socialisme démocratique, etc. Et puis, quand la gauche a été au pouvoir, elle a découvert la dureté des affaires, la dureté de la gestion de l'économie, et cette gauche, quelque peu, s'est affadie. Et les Français se sont rendus compte, au fond, que certes, il y avait des différences entre la gauche et la droite, mais qu'au fond, la gauche ne pouvait pas bouleverser la donne politique, la donne économique et la donne sociale. Donc, ce vieux clivage gauche-droite est rentré en crise à partir des années 80, et depuis, la crise s'est approfondie. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de 60% des Français nous disent, au fond, les notions de gauche et de droite ne sont plus pertinentes pour comprendre les grandes questions que la société française doit affronter. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, ni les questions gauche-droite, ni les questions de clivage social ne sont plus... ne sont presque plus d'actualité. Regardons Jean-Luc Mélenchon, François Hollande. Tout à fait. Il y a un deuxième clivage, en effet, qui était très important en France. C'était ce qu'on appelait le clivage de classe. On avait l'impression que derrière la gauche, il y avait le peuple, les catégories populaires, et puis derrière la droite, il y avait la bourgeoisie, les travailleurs indépendants, les paysans, les artisans, les commerçants, etc. Ce clivage social, il est rentré profondément en crise. Pourquoi ? Parce que toute une série d'électeurs issus des milieux populaires, ouvriers, employés, l'école bleue, ne se retrouvent plus derrière la gauche aujourd'hui. Et dans la dynamique qu'a connue en particulier le Front National depuis maintenant presque un quart de siècle, puisque l'affaire a commencé au début des années 80. Parce que c'est cela qui est très surprenant aujourd'hui. Beaucoup d'ouvriers votent Front National, votent donc extrême droite. Dans les dernières enquêtes, je regardais, eh bien, Marine Le Pen était capable de rassembler presque 30% des ouvriers qui s'apprêtaient à voter. Donc on voit bien que ce clivage social n'a plus du tout la pertinence qu'il avait encore dans les années 70 ou encore au début des années 80. C'est un deuxième clivage ancien qui, là aussi, a de vieux restes, mais n'est plus très opérant pour comprendre la manière dont les Français vont faire leur choix.
Et puis le troisième, le clivage géographique, voilà. Il est presque tombé lui aussi. Voilà, et ce clivage géographique, alors on disait, voilà, il y a une France de droite, il y a une France de gauche. Il y a des départements qui votent depuis 2 siècles. Voilà, l'Ouest, la Vendée, vieille terre de droite, encore aujourd'hui, bien sûr, vieille terre de droite. Et puis, il y a le Limousin rouge, il y a les vieilles terres républicaines, voilà, par exemple, de la Provence. Voilà. Eh bien, voilà, cette vieille France de gauche et cette vieille France de droite, là aussi, elles connaissent un profond bouleversement. Regardez la percée depuis 10 ans de la gauche dans l'Ouest. Toutes les grandes régions de l'Ouest, les Pays de la Loire, la Bretagne, Poitou-Charentes, aux dernières régionales, la Vendée aussi, sont dans les mains, et bien sûr, sont dans les mains de la gauche. Et en revanche, la vieille Provence de gauche, la vieille Provence républicaine, eh bien, c'est là où l'UMP aujourd'hui est encore, voilà, la plus puissante. Hein. Donc il y a bien un bouleversement. Plus que les clivages anciens sont presque pas morts, mais en train d'être complètement bouleversés. Quels sont les actuels? Alors en effet, il y a de nouveaux clivages qui sont de plus en plus présents. J'en pointe 3. Il y a le clivage européen, d'abord, la question européenne. La question européenne, elle est omniprésente. Elle est omniprésente, on l'a vu en 2005, lorsqu'on a demandé aux Français de se prononcer sur le traité constitutionnel européen, et où ils ont dit à une majorité de 55% non. Elle était présente en 1992, dans le référendum sur le traité de Maastricht. Sans arrêt, cette question européenne est présente. Elle est revenue en 2012 avec Nicolas Sarkozy qui... Bien sûr, et elle est très présente dans la campagne présidentielle. Regardez, en effet, une des mesures phares aujourd'hui du candidat Nicolas Sarkozy, c'est de dire, voilà, la France demande la renégociation du traité de Schengen. Et puis à gauche, mesure phare de François Hollande, je demanderai, si je suis élu président de la République, la renégociation du traité qui vient d'être signé, dont l'encre est à peine sèche, qui vient d'être signé à Bruxelles à la fin 2011, et qui prévoit la mise en place d'une politique vigoureuse de lutte contre les déficits publics en Europe. Donc on voit bien que ces grands leaders de gauche et de droite... C'est amusant parce qu'on le voit monter depuis quelques élections. Aux dernières élections, les grands partis de gauche et de droite se préoccupaient assez peu de l'Europe et surtout pas de ce non au référendum qui avait eu lieu en 2005. Là, ils sont obligés de s'en préoccuper. Pourquoi? Parce qu'en rassemblant, en voulant rassembler le peuple de droite et le peuple de gauche de chaque côté, eh bien, il y a cette fracture par rapport à l'Europe. Donc, ils sont obligés de tenter de surmonter cette fracture liée à la question européenne. Donc ça, c'est un nouveau clivage. Hein, c'est un nouveau clivage qui interpelle sans cesse la classe politique et qui est là, très présent aujourd'hui dans l'élection présidentielle. Et la globalisation économique, très forte. Alors il y a un second clivage qui est omniprésent et que la crise économique et financière de 2008 a projeté au premier plan de l'actualité, c'est le clivage sur la globalisation. Au fond, c'est le clivage sur ce que j'appelle la société ouverte. Parce que dans toutes nos sociétés françaises et européennes se pose de plus en plus la question, comment réagit-on par rapport à l'ouverture? Alors cette ouverture, c'est une ouverture politique, on vient de le voir avec l'Europe, mais c'est une ouverture surtout économique. Hein, la globalisation économique. Et puis c'est même une ouverture, j'allais dire, dans la société. Nos sociétés deviennent des sociétés de plus en plus cosmopolites. Hein, sous le coup des flux migratoires, nos sociétés se sont incroyablement diversifiées. Elles sont devenues cosmopolites. Et cela provoque dans toutes nos sociétés européennes des réactions diverses. Certains se disent, c'est un plus. Cette société ouverte est un plus. Certes, ça pose des problèmes, mais c'est un plus pour nous, pour la génération de nos enfants. Mais d'autres milieux sont inquiets et disent, ben voilà, il faut revenir, se recentrer sur l'isolat national, sur la nation. Il faut même envisager des protectionnismes à nos frontières économiques, protectionnisme culturel. Et donc, on va y arriver justement à ce pessimisme ambiant et à cette couleur très sombre qui marquera 2011 et 2012. Dernier point sur le clivage, un des nouveaux clivages, un mot qu'on entend beaucoup, qu'on connaît assez peu, le libéralisme culturel qui joue un rôle de plus en plus important dans nos sociétés. Alors c'est le clivage sur les valeurs, au fond. On s'aperçoit que toutes nos sociétés se sont incroyablement modernisées. Certaines valeurs ont beaucoup progressé, des valeurs que l'on appelle du libéralisme culturel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est des valeurs, en effet, de reconnaissance du poids des minorités, les minorités sexuelles, les minorités nationales, les minorités ethniques, la reconnaissance de toutes les altérités qui existent dans une société, une tolérance par rapport au comportement déviant, des valeurs d'égalité croissante entre les hommes et les femmes. Toutes ces valeurs appartiennent à ce que l'on appelle
le libéralisme culturel. Mais il faut savoir que ce libéralisme culturel, il n'est pas partagé par tout le monde. Hein, oui. Dans certains milieux de la bourgeoisie, qu'on appelle la bourgeoisie bohème, les fameux bobos, eh bien on est en pointe sur ces combats du libéralisme culturel. Mais il faut savoir qu'en revanche, dans certains milieux populaires, chez les gens d'en bas, comme aurait dit l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, ces valeurs du libéralisme culturel sont beaucoup moins bien accueillies. Et il y a là aussi, vous voyez, une fracture. Et puis c'est aussi une fracture entre le côté urbain et rural, parce que ce sont surtout des thèmes urbains. Et alors, puisque le temps de notre émission est presque écoulé, parlons-en des enjeux et des nouveaux, et de cette ambiance très sombre de 2012, parce que vous le disiez tout à l'heure, avec la globalisation, on se referme sur nous-mêmes. Il y a surtout une vraie crise de confiance du peuple vers ses pouvoirs publics. Cette élection présidentielle, alors là c'est plus de la conjoncture, se place dans une conjoncture extrêmement morose. Extrêmement morose pourquoi? Parce que les Français sont inquiets et ils sont défiants. Ils sont très défiants vis-à-vis de leur classe politique, presque trop, j'allais dire. Comme si la crise avait libéré un sentiment de rancœur par rapport aux élus. Les élus deviennent presque des boucs émissaires. Hein, et il y a une très forte défiance politique qui nourrit quoi? Qui peut nourrir l'abstention, une abstention protestataire, et qui peut nourrir des candidats ou des partis protestataires, et particulièrement les partis extrêmes. On le voit aujourd'hui avec... Donc une défiance politique. Une défiance également, et ça c'est plus préoccupant, par rapport à l'avenir. Quand vous comparez toutes les enquêtes en Europe aujourd'hui, la France est un pays pessimiste. Les Français sont pessimistes quant à leur avenir et quant à l'avenir du pays en tant que collectivité. Et cela est préoccupant parce que la confiance dans l'avenir, c'est le ressort essentiel pour se sortir de la crise. Et donc il faut espérer que dans ce moment de campagne, les Français vont retrouver un peu d'espoir, un peu de confiance. Est-ce que celui qui va gagner est celui qui arrivera à positiver justement? Certainement. Celui qui gagnera est celui certainement qui arrivera à renouer un minimum de lien de confiance avec les électeurs que nous sommes, qui arrivera à positiver ce climat qui, pour l'instant, reste un climat extrêmement morose et qui, avec ce qui vient d'arriver à Toulouse, ce drame, en effet, cette horreur, on peut dire, des tueries de Montauban et de Toulouse, bien sûr, cela n'amène pas le développement d'un climat de confiance. Cela jette du sel sur les plaies vives de ce pessimisme français. Voilà, réponse dans les urnes le 21 avril et 6 mai. En attendant, si vous voulez tout savoir de la Ve République, et je le redis, c'est un livre très grand public, très facile à comprendre. À comprendre même, nous n'avons pas parlé de l'UMP, de la droite, de tout cela. Donc Pascal Perrineau, Le choix de Marianne, aux éditions Fayard, et l'intégralité de sa conférence sur TV Vendée la semaine prochaine. Merci.